Comment on décide finalement de faire son alia alors que bien on y rêve, on y pense depuis tant d'années, 5 ans avant la retraite, qu'est-ce qui fait qu'on finalement on abandonne tout pour tout reconstruire ici? C'est l'histoire de Dina Azria qui a tout changé de métier, notamment de vie, de repères. Donc comme beaucoup d'entre vous, restez avec nous, j'espère que ça va vous plaire. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Dina Azria, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, Rachel. Alors, en Israël, depuis 4 ans, vous êtes montée, on va dire, en 2015. Oui, en juillet 2015, comme beaucoup de Français. Donc, juste après les terribles attentats du mois de janvier. Exactement. Voilà. Ça a été le détonateur, on va dire. On y pensait depuis des années. Et puis, nos filles étaient là. On avait déjà 3 filles dans le pays. Et puis, on a décidé de sauter le pas. Et oui, 3 filles en Israël et encore 3 enfants en France. Avec plein de petits-enfants. Ouais. Donc, c'était au milieu. Mais c'est quoi ? C'est le climat qui vous a décidé ? Le climat a été un détonateur, on va dire. Et puis, nos filles qui étaient là dans les différents séminaires avaient du mal à envisager... Célibataires. Ouais. Avaient du mal à envisager de continuer sans nous. Alors, on n'a pas... Elle parlait de rentrer si vous veniez pas. Non, mais elle disait c'est difficile, il faut s'organiser pour les repas, pour l'école, etc. Ouais. Donc, on a écouté notre cœur de parents et on s'est dit même si c'est dur, on y va. Alors, on y va. Vous aviez été cadre responsable logistique dans une grande multinationale, Procter & Gamble pour ceux qui connaissent. Votre mari était ingénieur à la RATP pendant plus de 40 ans. Oui. Alors, lui est à la retraite, mais pas vous. Non, lui est à la retraite. En fait, ça s'est fait sans transition. Il était à la retraite vendredi. Il a fait son pot de départ vendredi. Dimanche matin, c'était Tisha B'Av. Lundi matin, on était dans l'avion. Donc, ça a été un week-end. Un week-end où on a atterri, on va dire, un peu en crash. Vous aviez préparé un petit peu ou pas du tout ? Oui, on avait préparé. Vous aviez la maison. On avait la maison. D'accord. On avait la maison, on n'avait pas de travail. Bon, moi, j'avais pas de travail. Je savais pas du tout vers quoi je m'aventurais. Ouais. Je compare un petit peu ça à un saut à l'élastique en haut d'une montagne. On se jette et puis on ne sait pas comment on va atterrir. Oui, parce que vous aviez besoin de travailler. Vous ne pouviez pas vivre sur... Non, mais je suis pas encore à l'âge de la retraite, donc je ne touchais plus rien de la France. Mes collègues me disaient, mais attends, tu pars à 55 ans, c'est un peu bête, il reste plus beaucoup, tu es vraiment en fin de parcours. Et puis, écoutez, j'ai écouté que mon cœur de maman avec celui de mon mari et on est venu. Bon, alors, pour vous, ça a été très, très chouette, une belle aventure. Et pour lui, ça a été une grosse galère. Ça a été très, très dur. Il faut être honnête. Arriver à 60 ans dans un pays où vous ne connaissez personne, vous ne connaissez pas la langue, vous ne connaissez pas le système de santé, vous ne connaissez pas le système de transport, vous ne connaissez rien de ce pays. Vous avez l'impression d'être un peu... on va pas dire le pigeon, mais un peu le petit Français qui arrive. Donc les gens, ils vous voient dans n'importe quelle circonstance, ils pensent qu'ils vont pouvoir vous soutirer de l'argent. C'est un peu ce qu'on a senti au début. Donc ça, c'était très, très dur. Alors, et puis c'était dur aussi pour la langue, parce que vous êtes très pratiquant, on va dire très religieux. Oui, très religieux. Vous ne vouliez pas suivre un ulpan qui n'était pas séparé. Voilà. Donc j'ai eu la chance, Baruch Hashem, d'aller dans le seul ulpan qui est non mixte en Israël, qui est l'ulpan de Arnof. Il y en a un en Israël, il y en a un, c'est celui de Arnof. Il est extraordinaire. C'est des femmes qui sont des chassidotes qui le font. On ne perd pas une seconde. Mais quand je vous dis une seconde, c'est si vous parlez avec votre copine, on vous dit chaval à l'azman. Donc, on n'a pas perdu une seconde. Et j'ai commencé Kita Aleph, j'ai fait 1 mois. Kita Bet, j'ai fait 3 jours. Kita Gimel, j'ai fait 3 mois. Kita Dalet, j'ai fait 3 mois. Donc, j'ai fait tout mon ulpan. Et Baruch Hashem. Combien de temps c'est long, cet ulpan ? 7 mois. 7 mois d'ulpan. Ouais, et je pourrais même en refaire un autre si j'avais besoin. Ouais. Mais Baruch Hashem, ça m'a beaucoup, beaucoup servi parce qu'après, j'ai pu travailler directement avec des Israéliens. En hébreu. Alors, votre mari, lui, par contre, il n'a pas trouvé d'ulpan non mixte. Ouais. Donc, il a un peu galéré avec la langue et forcément, il n'avait pas de structure pour se sentir faisant partie de ce tout. Voilà. Et donc, ça a été très difficile pour lui. C'était très difficile. Et le jour où la première fenêtre s'est ouverte, c'est quand il a, Baruch Hashem, pu intégrer un kollel à Homa, le kollel du Rav Berda, et Baruch Hashem, depuis 4 ans, il y est d'une manière très régulière. Et tous les jours, c'est tous les jours, Baruch Hashem, il étudie. Et avec le recul, on se dit, voilà, Baruch Hashem, c'est ça qu'il voulait, c'est étudier à Jérusalem, vraiment avec la tête calme, libre, dénué de tout souci matériel, parce que Baruch Hashem, il est retraité. Donc, c'est vraiment un plus.
Baruch Hashem. Ça a été pour vous, en tout cas, sa mésaventure de ne pas avoir trouvé d'Ulpan. Finalement, il a pris l'hébreu au collège. Il y a plusieurs façons de faire. Alors, vous, après l'Ulpan, vous avez tout de suite trouvé du boulot, mais vous avez accepté de descendre d'une marche parce que vous vous êtes engagé en tant que sayat. Ouais. Ça veut dire aide ganénette. Exactement. Donc, moi, j'ai pas eu de problème du tout parce que Baruch Hashem, j'ai aucune fierté personnelle. Je suis la même que quand j'étais responsable logistique ou quand je suis madricha de Tarat HaMishpacha ou quand je suis praticienne de neurofeedback. Dina Azria, c'est la même Dina Azria. Simplement, c'est un job différent qu'elle occupe, mais la Dina Azria, elle est la même avec ses mêmes qualités. Ça ne change rien. Okay. Donc, je suis descendue effectivement d'une marche. J'ai accepté le travail de sayat. Vous vouliez parler en hébreu, c'était ça? Moi, mon but, c'était de pratiquer l'hébreu, de pouvoir parler Ivrit Shotefet et Baruch Hashem. Les enfants m'ont beaucoup aidé. J'ai eu des collègues adorables qui m'ont beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup apprécié, avec lesquels j'ai des rapports jusqu'à aujourd'hui. Combien de temps vous avez travaillé en tant que sayat? Pendant presque 2 ans. Ok, donc c'est les enfants qui vous ont... Qui m'ont appris l'hébreu, qui m'ont expliqué, voilà, Dinalom, Rimkachom, Rimkacha. Et je n'avais pas de honte à apprendre des enfants parce qu'eux, ils sont sans filtre, ils sont naturels. Ouais. Et Baruch Hashem... C'était une bonne expérience. C'était une très bonne expérience. Et 2 ans, c'est long. Ouais, non, mais Baruch Hashem, j'étais très contente. Alors, une fois que vous aviez les bras en poche, vous avez dit, je vais aller chercher du boulot. Voilà. Ça, donc, c'était un petit peu plus compliqué. Il a fallu monter au niveau de la mascorette. Donc, j'ai cherché du travail dans un call center. J'ai trouvé tout de suite. Parce que, pourquoi call center? Vous n'aviez pas essayé de chercher autre chose puisque vous aviez l'hébreu? J'ai pas essayé de chercher autre chose parce que j'avais pas d'expérience sur le terrain. J'ai pas de diplôme. Je suis pas diplômée ici en Israël, de rien du tout. Donc, j'ai trouvé un travail de call center. Je me suis dit, ça va être, on va dire, un boulot alimentaire. Voilà, c'est alimentaire. Et puis, pendant toutes ces années, il faut bien que je vous avoue que je n'étais pas tranquille sur un sujet dont on a un petit peu débriefé. Combien de temps vous êtes resté dans le call center? 1 an et 3 mois. D'accord. C'était déjà un défi extraordinaire. Ouais, ça devait être difficile. C'était très difficile. C'est très difficile parce que... À 58 ans, se faire accrocher au nez par des gens qui vous envoient balader avec tous les noms d'oiseaux qu'on peut imaginer, c'est très difficile. Honnêtement, c'est très difficile. Il faut savoir avaler sa fierté. Puis téléphoner toute la journée, c'est pas évident. C'est pas évident, même si c'était qu'une matinée jusqu'à 14h, mais c'était pas évident. Donc bon, ça a été un passage. Les gens étaient formidables. Les personnes avec qui j'ai travaillé étaient très, très bien. Ça vous a permis de vous intégrer quand même dans la société israélienne? De connaître d'autres gens? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Pas du tout. C'était vraiment alimentaire. Non, vraiment, c'était purement alimentaire. J'ai beaucoup aimé la moralité de cette société. J'ai beaucoup aimé les gens qui travaillaient dedans. Mais le travail, non. Le travail, non. Bon, alors, il faut dire que vous avez eu beaucoup d'épreuves aussi à surmonter, des épreuves personnelles. Oui. Puisque vous avez perdu une fille il y a 8 ans. Il y a 8 ans, oui. En France. En France. Le matin de Rosh Hashanah, j'ai perdu une fille et ma fille est très probablement niftéret d'une crise d'épilepsie foudroyante parce que personne n'a pu la ramener à la vie. Elle était épileptique. Elle était épileptique, soignée, stabilisée, Baruch Hashem. C'est une fille mariée avec 2 enfants qu'elle a laissés, qui avaient à l'époque 2 ans et 3 ans. Et ça vous a toujours, vous êtes toujours demandé pourquoi? Pourquoi? On a beau vous dire, oui, c'est Xéram et Nachamaïm, c'est ce que vous voulez, c'était écrit, c'était ce que vous voulez, mais on cherche des réponses. Malgré le fait que vous soyez pratiquante, et vous avez toujours on cherche toujours des réponses. L'être humain, il est ainsi fait. On accepte que c'est Dieu qui a décidé, on vit avec, on avance, on continue à se lever tous les matins pour les autres enfants. Mais quelque part, on cherche. Non, et si vous nous racontez cette histoire, ce n'est pas pour rien. Forcément. Non, c'est pas pour rien. Je raconte pas pour raconter. Je raconte parce que justement, au fil de mes pérégrinations et de mes nuits blanches sur Internet, j'ai trouvé que grâce au neurofeedback, on pouvait atténuer, espacer l'intensité des crises d'épilepsie. Et là, ça a été pour moi une révélation. J'avais trouvé mon métier en Israël. J'allais devenir praticienne en neurofeedback. Alors, ça paraît un petit peu dingue de commencer à faire une formation à 58 ans, à ouvrir sa boîte, à prendre des crédits, à se dire « Mais non, mais attends, ça va pas, ma fille, à ton âge, il y en a qui prennent une petite citronnade à Natania au bord de la mer. » Eh bien non, l'aventure, elle m'a tentée parce que j'ai trouvé que c'était vraiment le but de ma vie, de venir en aide aux autres. Et j'ai dit « Si au moins Karine, elle est partie, ce sera pas pour rien. » Okay. Voilà.
Donc, c'est très émouvant, j'imagine, de raconter cette histoire. Je comprends. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on vient en Israël, on ne sait pas ce qu'on va faire de sa vie. Pas du tout. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Et on se retrouve à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait et qui est essentiel pour continuer à vivre. Qui est tellement porteur de sens, puisque vous êtes là, vous résolvez plein de problématiques. J'ai autant d'enfants qui sont hyperactifs, que de papas qui sont stressés avec leur boulot, que de mamans qui sont insomniaques, que de gens qui ont un problème de peau, d'eczéma. Il y a de tout. On traite tout avec le neurofeedback. C'est sûr que c'est essentiel pour les autres, mais pour vous surtout, ça a un sens incroyable. Mais moi, c'est extraordinaire. Moi, je me dis vraiment, Hachem, il m'a mise là parce que là, j'ai trouvé ma voie et c'est ça que je veux faire. Donc vous avez fait une formation en hébreu, vous avez fait des prêts pour acheter la machine. Ouais. J'ai vraiment, on a combattu parce que mon mari était vraiment avec moi dans ce projet, alors que un autre mari normal aurait dit non, écoute, tu te calmes. Et c'est pas que vous aviez spécialement des économies pour non, du tout. Je me suis endettée sur plusieurs années et mon mari était partie prenante du projet parce qu'il sentait que j'étais très enthousiaste. Vraiment, j'étais mitlaevet, j'étais vraiment enflammée et je sais que c'est porteur. Et voilà, la preuve, c'est que Baruch Hashem, on arrive à aider beaucoup de gens. Et donc, je l'ai formé à mon tour et Baruch Hashem, il prend maintenant les messieurs parce qu'on a deux consultations séparées. On a 2 consultations séparées. Donc, lui, après le collège, il prend les messieurs, les adolescents aussi. Et Dieu sait que nos adolescents ont besoin d'aide. Et puis moi, je prends les dames, les jeunes filles et les petits garçons qui ont pas l'âge de la bar mitzvah encore. Alors, vous n'auriez pas du tout imaginé cette vie-là. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. C'est vraiment moi, je dis c'est un cadeau du ciel. D'abord, d'arriver ici, c'est un cadeau du ciel. Malgré les difficultés, parce que vous avez beaucoup galéré quand même. Ouais, au début, on ne le voit pas, le cadeau du ciel. Au début, on galère. Et c'est pour ça que ceux qui me disent, on prépare l'Aliyah, je dis, mais comment vous pouvez vous préparer ? À quoi on peut se préparer ? Les galères, elles arrivent shlaf par shlaf. Une fois, c'est l'école. Une fois, c'est la mashkanta. Une fois, c'est l'assurance. Une fois, c'est Tu peux pas préparer. Il faut arriver et venir se battre sur le terrain. Baruch Hashem, c'est une guerre de tous les jours. Une guerre de tous les jours, mais elle le dit avec le sourire. D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette guerre ? Le plus difficile de suivre un petit peu les filles qui étaient en train de faire leurs études, parce que ça, on pouvait pas aider. Ça, c'était difficile pour nous, alors qu'en France, on aidait nos enfants. De pas leur payer des choses, de pas leur payer les études. Non, de pas suivre techniquement, c'est-à-dire elle est devant c'est très difficile. Qu'elles apprennent. Ok. C'est très difficile pour elles. Il y a eu des moments chez elles de découragement, de baisser les bras, de maman, c'est trop dur, on va pas y arriver. Et Baruch Hashem, elles y sont arrivées. On est en fait de parcours pour les deux. Une est en Taas et Avignon, l'autre elle est en Adrichalout. Ça y est, c'est leur dernière année d'études. Mais c'est vrai qu'on passe par des moments de découragement. Il faut savoir que c'est pas simple, c'est pas cousu de fil blanc. Mmh. La vie est chère aussi. La vie est très chère. La vie est au moins 30% plus chère qu'en France. Les retraites baissent parce que l'euro s'effondre tous les jours. Ouais. Voilà. Ouais. Et on garde le sourire. Alors, c'est quoi le bilan malgré tout ? Le bilan, il est pour moi en tout cas, je parle pour moi, il est hyper positif. Ça a été aussi l'occasion d'un regroupement familial puisque j'avais déjà une sœur qui était là depuis 17 ans. Une autre sœur qui est arrivée juste un an avant moi. Ouais, donc là, les sœurs sont la fratrie se regroupe. Ça fait du bien. Baruch Hashem, c'est déjà l'occasion de se voir plus souvent, etc. Donc bilan positif pour moi sur toute la ligne. Baruch Hashem. Le travail, vous avez monté votre boîte, votre mari étudie, vous avez aidé vos enfants. Et puis on a aidé aussi notre fille qui est mariée à Baruch Hashem à grandir sa famille, à venir donner un coup de main, parce que quand on est seul, les parents sont à l'étranger. Ouais. Et puis on a été aussi beaucoup, et je suis très fière de le dire, un foyer d'accueil pour beaucoup de petites jeunes filles qui sont au séminaire. Qui n'ont pas de famille. Qui n'ont pas de famille, donc qui sont venues là chez nous, chez Shabbat régulièrement. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que maintenant je suis très fière d'accueillir mon petit-fils qui est à la yeshiva. Ouais. Et qui vient faire Shabbat chez nous. Donc, Baruch Hashem, on a un petit-fils qui est Baruch Yeshiva ici à Jérusalem. Donc, pour nous, c'est Baruch Hashem. Tant qu'on dit merci à Dieu, je pense qu'on n'a jamais assez dit merci. Bon, écoutez, voilà. on va laisser se terminer cette émission sur votre joli sourire et votre enthousiasme. J'espère qu'il est communicatif. En tout cas, bonne chance avec tous vos patients et bonne chance pour tout ce qui vous attend encore de bon ici, j'en suis sûre. Merci Cathy. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.